Herbomoteur. Bonjour et bienvenue à votre émission qui jette un regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Ici Simon Lessard, votre animateur en compagnie de mes trois chroniqueurs cette semaine. Antoine Malenfant qui pouffe de rire en ce moment. Bonjour Antoine. Salut, c'est pas du live, mais c'est tout presque. Hein, je suis ému, Simon, ému. Il n'y a pas d'autre mot. On a eu un fou rire avant de commencer l'émission. On a le droit. On a le droit, On hein? est humain. Oui, merci Pas d'être... trop souvent, quand même. Non, on réussit à être assez discipliné, règle générale, mais là, bon, il y a de l'énergie, il y a de l'électricité dans l'air. Ça, On faut fait un croire. petit effort. oui. Merci d'être là, Antoine. Hey, ça fait plaisir. Benjamin Boivin, salut. Salut. Et James Langlois. Bonjour. Merci d'être là, toi aussi. Alors, aujourd'hui, tous ensemble, autour de la table, durant la prochaine demi-heure, nous parlerons un nouveau phénomène dans l'univers numérique. Attachez-vous bien, ça s'appelle l'enchitification des réseaux sociaux. En gros, pourquoi les grandes plateformes web sont-elles de moins en moins intéressantes pour leurs utilisateurs? Nous reviendrons aussi sur les résultats des dernières élections législatives en Pologne. Les catholiques sortent-ils gagnants ou perdants de ces élections? Mais tout d'abord, on commence cette émission avec une inquiétante nouvelle pour le système de santé québécois. James Langlois, les cas de démence ont triplé ces 20 dernières années au Québec et causent un véritable casse-tête dans les urgences de nos hôpitaux. Certains y voient la première vague du tsunami gris que devra affronter notre système de santé ces prochaines années dû au vieillissement de la population. James, je me demandais d'abord, qu'est-ce qu'on entend quand on dit plus de démence au Québec? Bien, c'est ça. Moi, je me demandais quand j'ai vu cette nouvelle-là, est-ce que ça veut dire que les gens sont plus déments qu'avant? Non, c'est bien un phénomène qui est relié à l'accroissement de la population vieillissante. Donc, il y a simplement plus de personnes âgées, donc les cas de démence, par le fait même, augmentent. C'est ça, évidemment. Quand l'espérance de vie était 50 ans, bien, comme je parlais à une femme, justement, qui était membre de la Fédération Société de l'Alzheimer du Lac-Saint-Jean, elle me disait qu'avant, les gens qui avaient 50 ans, c'était considéré les plus vieux, bien, on disait qu'ils étaient un peu mêlés, puis c'était tout. Mais aujourd'hui, bien, on le sait. Puis d'ailleurs, les cas de démence augmentent après 65 ans. Et qu'est-ce qu'on entend par démence? Il faut comprendre, c'est un terme générique qui désigne un ensemble de symptômes qui touchent les fonctions cérébrales. Donc, on parle de troubles neurocognitifs. Et le plus connu de ceux-ci, c'est la maladie d'Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer, ça reste largement inexpliqué, mais c'est une destruction des neurones. Puis, il y a aussi la démence vasculaire. Donc, c'est un problème de circulation du sang qui cause la mort des cellules nerveuses. Donc là, je vais en ordre de la prédominance de ces maladies-là dans la population. Donc, Alzheimer, on parle de 60-70 % des cas. Démence vasculaire, 15 à 20 %. Il y a la démence à corps de lait. Oui, c'est la présence de protéines anormales qui créent des dépôts dans le cerveau, 5 à 15 % Puis finalement, la démence frontotemporale, là, qui est de 5 à 10 % Pas 5 à 10 % de la population, mais des cas de démence. Oui. OK. Alors, il y a plus de personnes âgées, donc plus de gens déments. En quoi est-ce que ça affecte notre société, notre système de santé, nos hôpitaux? Ça l'affecte de plus en plus. Tu sais, on pensait là, au sortir de la pandémie que justement, on avait réalisé l'ampleur du vieillissement de la population sur le système de santé, mais de fait, jusqu'à maintenant, c'est encore tout récent, il n'y a pas eu de grands changements. Mais je pense que bien plus que la pandémie, le tsunami gris, comme tu l'as nommé au début, va être encore plus important sur notre système de santé et sur la population en général parce qu'ils voient que le taux de personnes démentes là, qui se rendent à l'hôpital est beaucoup plus élevé que chez les autres personnes du même âge. En fait, si on prend, mettons, une population de 65 de 65 ans, les gens qui font la démence vont plus se rendre à l'hôpital. Et pourquoi? Parce que, ils sont chez eux souvent seuls ou en CHSLD, puis ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur corps. Le moindre bobo, ils vont appeler à l'hôpital. Souvent, ils se rendent en ambulance. Ils sont mêlés. Donc là, ils arrivent à l'hôpital. Ils ne savent pas trop comment les aider. Et puis, en fait, les observateurs disent que l'hôpital, c'est le pire endroit pour eux parce que, justement, ils peuvent pas... sont pas considérés comme prioritaires. Donc, souvent, on les fait attendre sur des brancardiers dans le corridor. Puis là, ils doivent être à jeun parce que souvent, ils ne peuvent pas prendre leur pilule. Ils deviennent encore plus mêlés. Ils ne mangent pas, sont sortis de leur routine. Donc, ça fait juste empirer la situation.
Donc, ça surcharge les urgences, si je comprends bien. Oui, ça surcharge les urgences parce que leur séjour est 2 fois plus long, bien souvent. Puis, ils ne savent pas exactement comment les aider parce que leur prise en charge est complexe. Comme je le disais, on ne peut pas les laisser seuls. Puis, il y a plusieurs acteurs du milieu aussi qui pensent que le réseau devrait davantage s'adapter à ces personnes-là. Donc, retourner à de l'aide à domicile, entre autres. Et puis, le phénomène de la pyramide démographique, c'est ça qu'on appelle le tsunami gris, va créer de plus en plus de poids sur le système. Puis ça, c'est sans parler justement du manque de main-d'œuvre dans les hôpitaux. Ça va aussi, le coût du système va exploser parce qu'évidemment, qui dit séjour plus long, ça coûte plus cher à l'État. Donc là, moi, je pense qu'il y a des problèmes en amont de ça. D'abord, notre système social ne favorise pas à ce que ces personnes-là puissent vivre, être prises en soin par leur famille. Parce que d'abord, il n'y en a pas de famille, ou presque pas. Souvent, les gens sont laissés pour compte. Et l'autre phénomène... Donc, le vrai problème, c'est l'isolement social. Parce qu'une personne qui ferait de la démence, de l'Alzheimer, mais accompagnée d'un membre de la famille, c'est beaucoup plus facile à traiter. C'est beaucoup plus facile. Puis, bon, j'ai parlé tantôt du soin à domicile qui devrait être favorisé. Puis ça, c'est déjà sorti après la pandémie. Mais il y a aussi le soutien aux proches aidants. Les personnes qui aident les personnes aux prises avec l'Alzheimer, ils n'ont pas de soutien de l'État ou ce n'est qu'en dernier recours, à toute fin, après une série de procédures interminables qui ont un peu de soutien. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a des familles, justement, plus nombreuses qui devaient coucher devant la porte des personnes aux prises avec l'Alzheimer ou de la démence pour éviter qu'elles sortent. Donc, les personnes de la famille se relayaient, mais ça demande énormément de soutien et de prise en charge. Antoine Malenfant? Ben, c'est sûr, c'est une nouvelle, là, 3 fois plus de démence qu'il y a 20 ans, mais on pourrait reprendre ces chiffres-là pour à peu près toutes les maladies liées au vieillissement. Ouais. Je serais curieux de voir c'est quoi les chiffres par rapport au cancer, combien il y a de cas de plus qu'il y a 20 ans. Alors, ce phénomène-là, vous l'avez bien souligné, là, les gars, là, est intimement lié à la pyramide des âges qui est renversée puis qui n'a pas fini d'écraser le système de santé. On peut se poser la question sur la nécessité d'avoir une espérance de vie aussi élevée, dans le sens que, justement, si aujourd'hui, être vieux, si c'est 85 ans, peut-être qu'il faut remettre en question nos perspectives aussi de est-ce qu'il vaut mieux... Est-ce que c'est nécessaire de vivre avec tous les moyens techniques jusqu'à un âge aussi avancé? Tu sais? Ne pas faire d'acharnement thérapeutique. Exact, ne pas faire d'acharnement thérapeutique. Puis voilà, je pense qu'il y a aussi toute une question on peut se remettre en question comme société sur la natalité. Parce que c'est pas vrai qu'avec un taux de natalité de 1,1 % ou je ne sais pas trop, on va justement régler un problème de démographie comme celui-là. Là. Donc peut-être penser aussi à un système de santé où ce n'est pas simplement des spécialistes dans des institutions qui prennent en charge les personnes, mais justement qu'il y a des corps intermédiaires comme des familles, des communautés, du voisinage qui peuvent aider lorsque c'est des problèmes mineurs. On a l'impression que seuls des ultra-spécialistes peuvent régler à peu près tout lorsqu'il y a une question de santé. Oui, puis en même temps, non, parce que c'est ça qu'ils disent, les spécialistes, les médecins des hôpitaux, ils ne savent pas trop comment aider. Donc peut-être que ça va prendre aussi peut-être plus d'institutions spécialisées qui peuvent aider spécifiquement les gens aux prises avec la démence, là. Il y a 2-3 ans, on avait fait un formidable reportage à la maison Carpe Diem dans la région de Trois-Rivières, à Trois-Rivières même, je pense, où on retrouve ça en ligne, là, d'ailleurs, encore, ce reportage-là, où Brigitte était allée rencontrer des gens. C'est un milieu de vie, c'est ça que ça prend, où les gens sont formés, mais aussi ça reste un milieu domestique, familial, entre guillemets, où les gens sont considérés comme des personnes avant d'être des troubles cognitifs. Je ne sais pas trop quel autre problème. Merci beaucoup, James Langlois. De rien. Benjamin Boivin, en Pologne, les élections législatives du 15 octobre dernier ont confirmé la chute du parti Droit et Justice, PiS en polonais, qui était au pouvoir depuis 8 ans. Certains analystes y voient une bonne nouvelle pour la démocratie et d'autres diraient plutôt une mauvaise nouvelle pour l'Église catholique. Alors, Benjamin, toi, ton regard, pourquoi d'abord les chrétiens devraient-ils s'intéresser à ces élections en Pologne? On parle rarement de la Pologne au Canada, en règle générale. Oui, en effet, on s'intéresse assez peu en général, je crois, à l'Europe de l'Est.
de manière générale. Sauf la Russie puis l'Ukraine ces temps-ci. Oui, mais tous les pays qui sont soit qui font partie de l'Union européenne, soit qui sont à sa frontière, qui sont parfois qui sont généralement des anciens pays du bloc soviétique et qui ont tous connu, disons, un historique social et religieux assez particulier. Là, parce qu'on sait que la Pologne, la Hongrie et plusieurs autres pays de cette région-là ont vécu l'oppression communiste pendant plusieurs décennies. Et il y a eu comme une espèce de renaissance spirituelle à partir des années 90 dans plusieurs de ces pays-là. Et la Pologne fait partie de ces régions de l'Europe où, à l'inverse de ce qu'on voit en Europe de l'Ouest, la pratique religieuse est demeurée forte. Et évidemment, là, la Pologne, c'est probablement le meilleur exemple de ça. La Pologne, avec comme figure globale la personne de Jean-Paul II, ça a vraiment été du point de vue de nous qui sommes occidentaux, un espèce de cas d'exception dans le monde occidental d'une société qui s'est modernisée, qui est devenue une économie de marché, mais qui est demeurée une société où la pratique religieuse est très importante. Jusqu'à très récemment, c'est plus de 99% des jeunes Polonais qui étaient baptisés. On a des chiffres complètement différents ici. Donc ça va contre la thèse que d'être plus riche nécessairement ferait diminuer la pratique religieuse. Oui, c'est l'impression qu'on peut avoir. Après, qu'est-ce qui s'est passé en Pologne dans les dernières années? C'est assez intéressant. Les institutions de l'Église et puis de manière générale, le monde chrétien en Pologne se sont organisés politiquement. Le Parti droit et justice, c'est vraiment un parti qui représente un certain national-conservatisme avec lequel, d'ailleurs, d'autres dans l'Église universelle ont maille à partir. Et puis, c'est pas très évident de voir comment ça s'est produit. Parce que le Parti droit et justice, un peu comme le Parti Fidesz en Hongrie, c'est un parti qui représente vraiment une perspective nationaliste, une perspective assez hostile au flux migratoire, à l'accueil de réfugiés, sauf exception. Là, le contexte de l'Ukraine est vraiment une exception à ça. La Pologne a accueilli énormément de réfugiés. Et puis, c'est un parti qui fait également la promotion de politiques sociales assez conservatrices. Et puis, c'est peut-être là, en fait, que le lien se fait avec l'Église. Parce que l'Église en Pologne, contrairement à d'autres pays de l'Europe, comme elle a l'assentiment d'une bonne partie de la population contre certaines pratiques qui sont devenues courantes dans le monde occidental, mais que l'Église condamne, l'Église a été capable de continuer à participer à la vie publique en favorisant une perspective sociale assez conservatrice. Mais dans les dernières années, le visage démographique de la Pologne a beaucoup évolué. La pratique religieuse a quand même baissé. On dit que les jeunes, il y a une chute drastique de la pratique chez les jeunes en Pologne. Oui, exactement. C'est particulièrement intéressant parce que ça se produit à un moment où les institutions politiques ont tout fait pour chercher à favoriser l'Église, en un certain sens. Et puis là, on voit ces deux phénomènes-là se produire simultanément. Et puis, dans le cours de la dernière année, il a commencé à avoir des manifestations quand même importantes contre le gouvernement en place, notamment autour de pratiques relatives à la démocratie. Là. Il y a eu une tentative de mettre en place un projet de loi qui aurait eu pour effet d'exclure certains candidats du processus électoral selon leur... disons, à partir du fait que certains d'entre eux auraient eu des politiques ou fait la promotion de politiques favorables à la Russie. Parce qu'on sait qu'en Pologne, qui est un pays très proche de la Russie, qui a une histoire conflictuelle avec ce pays-là, il y a une énorme crainte à l'égard de la Russie, surtout depuis l'invasion en Ukraine. Et puis ça, ce projet-là a été très mal reçu dans la société civile polonaise. Il a suscité d'énormes mobilisations dans les derniers mois. Et ça semble être un des éléments les plus importants dans la chute du parti qui demeure. Il faut quand même le dire, là, on parle d'une chute, mais le Parti droit et justice est arrivé premier dans les élections. C'est simplement que les différentes oppositions sont toutes unies dans leur désir de voir ce parti-là quitter le pouvoir et sont disposées à faire une coalition, se mettre ensemble pour les mettre de côté. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les catholiques, cette alternance des pouvoirs? De manière générale, l'Église catholique est capable de composer avec une diversité de systèmes politiques et qu'il y a de l'alternance entre différents partis politiques. Il n'y a pas de problème à ça. Évidemment, pour l'Église institution en Pologne, la présence du Parti droit et justice au pouvoir avait plusieurs avantages. Là, il y avait un canal de communication quand même assez fort. Et puis maintenant... c'est une lame à deux tranchants, excuse-moi, Benjamin. Oui. Et on le voit maintenant, dès qu'il y a une opposition à un certain conservatisme, ça rejaillit ou ça a des conséquences jusque sur et dans l'Église. Oui, tout à fait. Puis exactement. Maintenant, l'image de l'Église catholique est un peu teintée en Pologne par les années au pouvoir du Parti droit et justice. Et puis, il y a comme une espèce d'amalgame entre la personne de Jean-Paul II, une Église qui est vieillissante, assez conservatrice, et puis un parti politique qui est devenu impopulaire pour des raisons qui n'ont pas nécessairement tous directement à voir avec l'Église. Là, parce que là, après 8 ans, la plupart des partis politiques deviennent impopulaires dans à peu près tous les pays démocratiques. Oui, puis ce qui semble les avoir rendus le plus impopulaire récemment, c'est en fait des pratiques électorales qui n'ont rien à voir avec ce que l'Église défend. L'Église n'a pas de position particulière sur qu'est-ce qu'il faut faire avec le système électoral.
En même temps, le fait qu'il y ait une alternance des pouvoirs, c'est une bonne nouvelle aussi pour les catholiques, dans le sens qu'ils vivent réellement en démocratie. Les gens qui avaient peur que le parti actuel veuille limiter les droits, même si c'est son nom, droit et justice, en réalité, c'est la preuve que ce gouvernement-là n'était pas antidémocratique. Ben oui, mais le parti droit et justice faisait la promotion d'une manière un peu plus édulcorée de ce que Viktor Orban en Hongrie appelait la démocratie illibérale. Que ce soit en Hongrie ou en Pologne, l'idée n'a jamais été d'abolir les institutions démocratiques, mais plutôt de les utiliser pour poursuivre des fins qui sont différentes de ce qu'on voit de manière habituelle dans les pays occidentaux, là, des politiques libérales basées sur une conception vraiment axée sur l'économie de marché, la liberté individuelle. Et puis ces pays-là d'Europe de l'Est ont cherché à mettre en place un modèle différent. Maintenant, ce modèle-là semble avoir été rejeté, du moins pour quelques années, par la population polonaise qui a choisi de se tourner vers Donald Tusk, qui est un chef, le chef d'une coalition vraiment plus centriste, plus libérale, qui est un ancien président du Conseil européen. Et puis, on verra ce que ça donnera. Mais je pense que l'une des choses qu'on a beaucoup entendues dans les médias, c'est que Droit et Justice est le parti de l'Église catholique contre la démocratie. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à détricoter là-dedans parce que ça m'apparaît être une interprétation de la réalité qui est un peu simpliste. Benjamin Boivin, responsable des publications au magazine Le Verbe, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Antoine Malenfant, ces dernières années, les réseaux sociaux et grandes plateformes numériques comme Amazon ou Netflix semblent de moins en moins intéressantes pour leurs utilisateurs. Toujours plus de publicité et de frais pour moins de choix et de services. Ce phénomène porte un nom curieux, l'enchitification. Qu'est-ce que ça veut dire, ce néologisme-là, qui peut sonner à certaines oreilles même un peu vulgaire? Ouais, tout mon plaisir là, tient dans le regard de mon collègue ici qui attend de voir comment je vais me débrouiller ou me démerder. Hein, juste le prononcer. L'enchitification, c'est un phénomène qui a été porté à mon oreille par le très sérieux Radio-Canada quand même. Il faut rendre à César ce qui lui revient. C'était d'ailleurs la parole de dimanche passé. Évidemment, ça m'a tapé dans l'œil, ce mot-là. Là. C'est pas tous les jours qu'on voit un mot, un néologisme là, aussi évocateur. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? C'est parce qu'on n'a pas trouvé d'équivalent en français. Peut-être merdification, excusez-moi, les oreilles chassent. Là, ou encrottement. Encrottement. Bon, on fera pas 7 minutes là-dessus, là, mais c'est quand même rigolo. Tout ça, c'est une manière d'évoquer simplement le déclin des géants du web. Tu l'as dit, Simon. Un déclin qui est plus qualitatif que quantitatif. Là. Ouais, ben pour l'instant, mais nécessairement, ça va se traduire en un déclin aussi quantitatif. Je m'explique. Peut-être là, l'image la plus simple pour tout le monde qui nous écoute, là, de quoi on parle quand on parle d'enchitification, quand on le dit vite, c'est moins pire, c'est si on va sur kijiji.com ou .ca là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve? Essentiellement, des petites annonces? Non, je ne crois pas. On retrouve de la publicité. Alors, c'est un site de partage de petites annonces, hein, qui étaient comme les petites annonces classées, là, les packs à une certaine époque, ou dans le journal, on avait ça aussi. Mais, alors, Kijiji, il y a ça dans plusieurs pays. Puis tranquillement, ça s'est fait acheter par eBay, hein, le géant de la vente en ligne. Et ça a été, donc, ce qui est une compagnie cotée en bourse, dont l'objectif est de faire des profits à court terme. Et là, c'est quoi une bonne façon de faire des profits sur une plateforme web visitée par des millions de visiteurs? C'est de vendre de la publicité. Alors, on va bombarder les usagers de publicité. Ça réduit drastiquement l'expérience client. Alors, si on se rend sur Kijiji... D'ailleurs, on n'utilise plus Kijiji. Tout le monde est passé sur Marketplace. Parlons-en de Marketplace. Dans les 3 derniers mois, là, c'est fou, la publicité a augmenté. Là, c'est rendu vraiment désagréable. Et c'est ça, j'ai fait des recherches dernièrement là, pour un objet dont j'avais besoin. Puis j'étais étonné de voir à quel point je me disais, est-ce que l'algorithme est si mauvais pour ne pas me donner ce que je cherche? Non, c'est juste qu'on me bombarde de plein d'autres affaires dans le but de me créer de nouveaux besoins. Peut-être que s'il tape ça, il a aussi besoin d'un coffre en bois ou d'une patère ou de je ne sais trop quel objet. Et là, ça vient polluer, hein, le mot est, je pense, bien ajusté, polluer l'expérience du client, et ça fait ultimement que le client n'y retourne pas. Mais tu penses que tu cliques sur des choses que les gens vendent, mais en fait, c'est des pubs, puis là, ça t'ouvre, là, tu dis « Ah merde, je voulais pas une vidéo » ou peu importe. Est-ce que l'enchitification, ça se réduit à la publicité? Bon, c'est une bonne question. Ça se réduit en...
ça se réduit à toute l'expérience client qui est shitifiée, là, pour le dire comme ça. On nous offre plus de la qualité. Ben, c'est ça. Alors, par exemple, prenons un autre exemple. On prend le client en otage en l'insérant dans une espèce de péage. Là. On voit avec Netflix où la tarification augmente parce qu'on voulait un peu limiter le partage de comptes. Puis on a mis toutes sortes de mesures comme ça où on veut limiter les gens Et là, bon, le prix augmente. Amazon Prime, même chose, le prix va augmenter tranquillement pour nous prendre en souricière, là, en piège. Et finalement, on se dit, oh non, on vous augmente le prix pour ne pas vous mettre de publicité. Puis tranquillement, Facebook, ça sera toujours gratuit. Tout ça. Finalement, on se rend compte qu'après 2 ans ou 18 mois ou 3 ans, paf, il y a des publicités qui apparaissent. Enfin, je t'arrête là. C'est des entreprises privées. Ouais, le but, c'est qu'ils fassent des profits. Puis si tu n'es pas content, tu peux aller en voir un autre. C'est quoi le problème avec ça? C'est pas ça le but d'une entreprise, de faire de l'argent? Ben moi, j'ai aucun problème avec ça, mais ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a plus personne qui va sur Kijiji. Alors même pour l'entreprise elle-même, il y a quelque chose de contre-productif. OK, donc toi, tu te soucies des profits des entreprises. Tu as peur qu'elles ferment. Ben oui, ça me fait de la peine de voir Kijiji fermé. Non, mais c'est fascinant. En fait, ce que ça démontre, c'est que la logique du marché a quelque chose de foncièrement irrationnel. Ça se retourne contre elle-même. Ça retourne contre elle-même. Parce qu'on prend nos décisions avec les facteurs décisionnels, là, ce qui mène nos décisions. C'est uniquement des facteurs à court terme, de profit à court terme, de gain, parce que l'actionnaire, ultimement, qu'est-ce qu'il recherche? C'est un gain maintenant, c'est pas un gain dans 5 ans. Il va investir dans la compagnie. Dès que la compagnie va lui rapporter quelque chose, il va retirer son investissement pour le mettre ailleurs. Quelle serait une bonne logique, à l'inverse? Ben, quand je me pose des questions comme ça, Simon, je vais voir dans le catéchisme de l'Église catholique, je trouve toujours des belles réponses. Hein? Au numéro 24-24. Dans l'index sur enchitification, ouais, c'est 24-24, c'est ça? Exact. Une théorie qui fait du profit la règle exclusive et la fin ultime de l'activité économique est moralement inacceptable. Bon, l'appétit désordonné de l'argent ne manque pas de produire ses effets pervers. On voit que ça se retourne contre soi-même quand notre but, c'est le profit. À l'origine, là, Facebook, Kijiji, nommez-les toutes, ces compagnies-là, leur but, c'était d'offrir un service. C'était de contribuer, bon, tant bien que mal ou à la mesure là, de ce qui est possible, au bien commun ou à l'amélioration de la vie des gens. Puis tranquillement, bon, par une autre étape, bon, des investissements, de différents intervenants qui arrivent. Et l'étape ultime, l'entrée en bourse, donc le détachement complet de la production et de valeur ou de service et l'investissement, le détachement entre ces deux-là, ben ça crée une rupture, ça crée même une modification dans la nature même de l'entreprise et ça mène à sa perte. Moi, je prophétise un peu, c'est ce qu'on voit dans tous les grands géants du web, une montée et une redescente liée à la baisse de la qualité des services. Oui, puis souvent, à la base, c'est des services qui se veulent gratuits. Tu sais, Kijiji a commencé gratuit. Mais regarde, même Twitter qui est devenu X, là, maintenant, ils sont rendus avec le compte premium. Là, bientôt, je pense qu'ils parlent de même faire payer tout le temps pour profiter de ça. Puis il y a différents niveaux parfois aussi qui sont mis en place. Là. Tu payes tant, tu vas avoir ça. Tu payes tant, tu vas avoir ça. Ça change tout le temps. C'est aussi un peu ça, c'est l'irrégularité, la complexité. Il y a quelque chose de la confusion aussi qui est comme délibéré là, pour le consommateur. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut peut-être passer moins de temps sur nos écrans. Exact. C'est moins intéressant. On va revenir à d'autres modes. On va écouter la radio aussi. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est le moment de vous partager nos suggestions culturelles de la semaine. Antoine Malenfant, une suggestion qui fait du bien cette semaine. Ah oui. On a besoin un peu de bonnes nouvelles ou d'espérance. Bon, alors passons du désespoir à l'espérance. C'est le thème des Assises de la spiritualité. C'est un événement, une espèce de colloque là, avec plein de conférences qui est organisé aux 2 ans au Centre culturel Foi et Culture Le Montmartre à Québec sur le chemin Saint-Louis. Cette année, ça a lieu le 4 novembre, donc très bientôt. On peut s'inscrire là, en tapant Assises de la spiritualité. Il y aura toutes sortes de conférences, des tables rondes, dont une qui sera animée par notre collègue au Verbe, Sarah-Christine Bourriane, qui va parler du deuil qu'elle a vécu dans les dernières années, donc comment elle est passée du désespoir à l'espérance. Manquez pas ça. Merci beaucoup. Donc, ça s'appelle Les Assises de spiritualité, du désespoir à l'espérance. C'est le 4 novembre prochain au Centre Culture et Foi du Montmartre canadien à Québec. James Langlois a un nouvel album pour le groupe folk rock canadien, je ne sais pas comment le prononcer.
Timber Timbre en français et anglais? Il y en a qui disent Timber Timber, c'est comme un jeu de mots. On peut dire Timber Timbre. Là, c'est assez montréalais comme nom de groupe, hein? Bilingue. Oui, c'est ça. Puis pourtant, je pense qu'ils. C'est ça, ils viennent d'Ontario. Si vous ne connaissez pas, c'est normal, hein, parce qu'on est vraiment dans l'indépendant. Mais je pense que c'est à connaître. Ça doit être leur 6e ou album, là, quelque chose comme ça. Ça s'appelle comment? Lovage. Puis Lovage, qui est de la livèche. J'ai appris ça hier en cherchant qu'est-ce que ça voulait dire. OK, je pensais que c'était lié à l'amour, mais non. Non, c'est de la livèche. Tu sais, c'est comme une plante qui ressemble un peu à du céleri. Ouais, c'est ça. Mais bref, c'est un univers vraiment particulier qui est même cinématographique. Hein, les albums de Timber Timber, c'est une musique qui rappelle à quelque part entre Velvet Underground, Nick Cave, Leonard Cohen, mais tout ça dans une ambiance très cinématographique à la David Lynch. Et là, contrairement à ce qu'ils avaient produit dans le passé, ce dernier album innove un peu parce que je dirais que leur style est assez stable. Mais là, ici, ils ont recours à des chœurs féminins, ce qui rappelle un peu Leonard Cohen. Puis même, il y a quelque chose dans le ton qui est un petit peu plus optimiste, là, même si on dit que le chanteur Taylor Kirk n'est pas très prompt au bonheur. Là. C'est ça, il y a un côté très mystérieux, très glauque dans leur musique, mais qui moi, me fascine. Il y a vraiment quelque chose d'interpellant là-dedans. Puis je vous invite à découvrir. C'est de la musique de route. C'est de la musique pour faire la route, la fenêtre baissée. Ben là, peut-être pas à ce temps-ci, là, mais c'est du folk americana qu'on dit. Là, donc des longues pièces avec la guitare en masse. Là. C'est vraiment bon. Ben justement, on va se laisser cette semaine sur la chanson Sugarland de ce groupe folk canadien Timber Timbre. Et c'est tiré de leur plus récent album Lovage, sorti le 6 octobre dernier. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à Marie Laliberté, Marianne Martin et Barthélémy Rieu à la réalisation technique. N'oubliez pas que vous pouvez toujours réécouter, partager cette émission sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, X. Vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com. N'hésitez pas à nous donner vos réactions, objections, commentaires. C'est une émission qui veut susciter justement le débat. Vos opinions nous intéressent. C'était Simon Lessard à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission des Verbomoteurs. No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop, so I won't stop. Why should I? How could I? Something bad for something sweet. Liquid gold, confectionery. What's inside the maple tree? That's the trouble. Take the summer, take the spring. I took the fall, I'll take anything. Make it saccharine. Every season will be snowing. No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop, so I won't stop. Why should I? No, I can't stop eating sugar. No, I can't stop eating sugar.